Dans la saga continue du conflit entre l'Ukraine et la Russie, la scène est à nouveau fixée le 6 février 2025. Nous nous retrouvons plongés dans la partie sud de Donetsk, où la Fédération de Russie et l'Ukraine poursuivent leur confrontation à haut risque. Les Russes, ayant récemment sécurisé le règlement de Vonivka, affichent désormais un niveau d'activité accru, signalant une nouvelle phase dans ce conflit durable. Au cours des dernières 24 heures, les troupes russes ont avancé au sud de Novasilka, se déplaçant stratégiquement à travers des terrains ouverts et des zones boisées au nord de Rivnopil. Leur progression, marquée par une poussée des zones grises vers le rouge, est bien plus qu'une simple manœuvre tactique. C'est un symbole des marées changeantes dans ce paysage géopolitique complexe. Dans un développement reconnu par les deux parties, les Russes ont fait des percées significatives à l'ouest de Rosdol. La 40e brigade d'infanterie de marine russe a joué un rôle crucial, capturant des systèmes de positionnement stratégiques et sécurisant des parcelles forestières au sud-ouest de Rosdol. Avec une avancée s'étendant jusqu'à 1,2 km vers l'ouest, les lignes de front ont été méticuleusement ajustées, démontrant l'approche méthodique de l'armée russe. Il ne s'agit pas seulement d'un gain territorial, c'est un témoignage de leur prévoyance stratégique et de leur prouesse militaire. Suite à la chute de VKA Novasilka, on s'attend à ce que les Russes poursuivent leurs manœuvres offensives des deux côtés de la rivière Mokry. Leurs regards sont tournés vers la rivière Vorfcher, un point de repère géographique clé délimitant la frontière administrative entre Donetsk et Dnipropetrovsk. Pendant ce temps, à Suchialus, les troupes russes ont habilement traversé un petit canyon, fortifiant leur position malgré les bombardements ukrainiens, étendant ainsi leur zone de contrôle. À Andriivka, les efforts de la 114e brigade russe ont porté leurs fruits, car ils atteignent les premières tranchées et acquièrent des parcelles forestières stratégiques. Malgré le bombardement ukrainien incessant, les troupes russes maintiennent leur position, incarnant la résilience dans les zones grises. La lutte pour Andriivka se poursuit, avec des soldats russes approchant maintenant des ruines au nord-est du village, et leur présence dans des villages comme Oudaten signifie une poursuite déterminée des points stratégiques. Les forces ukrainiennes restent vigilantes, avec des blogueurs militaires soulignant l'arrivée de nouvelles renforts russes, suggérant une pression croissante imminente sur les positions ukrainiennes. À Baranevka, au sud-est de la route Tdh 504, les forces russes ont sécurisé une avancée de 800 mètres vers le nord, établissant le contrôle et ajustant le front des zones grises au rouge. Simultanément, les unités russes visent à capturer des colonies comme Selenipl, Darivka et Vodan, avec des efforts en cours pour s'emparer de Hissavka. Alors que ces mouvements militaires se déroulent, les spectateurs sont encouragés à rester informés en s'abonnant à la chaîne et en soutenant cet effort de reportage en cours. Ces actions, bien qu'apparemment petites, aident considérablement à livrer des rapports quotidiens du front. Les événements en cours rappellent la complexité et la gravité de la situation, provoquant une réflexion sur les implications plus larges de ces manœuvres militaires dans un conflit qui ne montre aucun signe de répit. Nous nous tournons maintenant vers le point stratégique russe à la rivière Moskil, au nord de Kupiansk, où les forces ukrainiennes font face à des défis substantiels pour arrêter l'avancée russe. Les discussions précédentes sur l'élimination de ce point stratégique semblent de plus en plus lointaines, alors que les forces russes, en particulier la 6e armée, progressent de manière significative. Ces derniers jours, elles ont à nouveau traversé la rivière Denoskil, au nord de Doritna, marquant un mouvement stratégique pivot. Le village de Nord-Vermulinsk, un point focal des batailles précédentes, est redevenu un site de contention. Les troupes russes, ayant initialement traversé la rivière, ont affronté la résistance de la 10e Gebirgssturmbrigade ukrainienne et de la 3e brigade de tanks qui les ont temporairement repoussés. Cependant, des rapports confirment maintenant une présence russe renouvelée, avec la 26e brigade de l'armée débarquant sur la rive ouest et rétablissant le contrôle dans les ruines de Nomlinsk. Ce village, emblématique du conflit plus large, retombe sous l'ombre des ambitions de la 6e armée russe d'étendre leur emprise. Des images de drones de la 112e brigade ukrainienne corroborent la présence de soldats russes au nord-ouest de Nomlinsk, dans un paysage vallonné offrant à la fois des points de vue stratégiques et des défis redoutables. La zone de contrôle russe, élargie par rapport aux jours précédents, signifie un passage décisif de l'incertitude grise aux zones rouges de contrôle établies. L'intention derrière ces manœuvres est claire: solidifier et étendre le point stratégique
préparant le terrain pour d'autres avancées. Alors que ces opérations terrestres se déroulent, la campagne aérienne rappelle crûment la nature multifacette du conflit. Les récents bombardements par les forces armées russes se sont intensifiés, avec la Luftwaffe stratégique russe lançant un nombre important de missiles et de drones vers des cibles ukrainiennes. Au total, l'Ukraine a fait face à un bombardement de 165 missiles différents durant la nuit, marquant une escalade significative. La stratégie d'attaque impliquait 123 drones, en particulier du type Shahid 136, pénétrant dans l'espace aérien ukrainien de toutes directions. Le système de défense aérienne ukrainien a réussi à abattre 56 drones, mais le sort des 61 restants reste incertain. Cet assaut aérien incessant sert de rappel brutal des enjeux élevés et de la nature implacable du conflit. Les missiles, lancés depuis des régions comme Voronezh et la péninsule de Crimée, comprenaient 7 missiles balistiques Iskander-M révolutionnaires et des roquettes guidées H-59 supplémentaires. Ces frappes étaient complétées par des lancements depuis la mer Caspienne et la mer Noire, avec l'armée de l'air stratégique russe utilisant des bombardiers Tupolev, déployant une gamme de types de missiles, y compris les H-22 et H-101. L'état-major général ukrainien est resté discret sur le nombre exact de missiles interceptés, laissant le public spéculer sur le véritable impact de ces frappes. À la suite de ces attaques, des villes ukrainiennes comme Pavlograd dans la région de Dnipropetrovsk ont subi des pannes d'électricité, probablement dues à des frappes ciblées sur les infrastructures énergétiques. Les villes de Kharkiv et ses environs, y compris Chouhouiv et Balaklia, ont également subi le poids de ces opérations, avec des explosions entraînant des blessures et d'autres perturbations de la vie quotidienne. La ville centrale de Balava a subi un impact tragique sur un immeuble résidentiel par un missile H-22, entraînant des pertes humaines et mettant en évidence le coût humain de ces tactiques militaires. Alors que la poussière retombe, des rapports continuent d'émerger sur d'autres impacts sur les infrastructures énergétiques dans des régions comme Poltava, avec des pannes d'électricité et des attaques sur des complexes militaro-industriels, soulignant davantage l'ampleur de ce conflit. En tournant notre regard vers Zaporizhia, la ville a récemment résisté à l'une des attaques les plus sévères de mémoire récente, avec près de 20 drones et plusieurs missiles causant des ravages dans les zones résidentielles et industrielles. Cette dévastation est un rappel sinistre de l'impact de la guerre sur les civils. De même, à Kiev, Melitopol et dans la région de Sumy, des explosions ont été signalées, bien que les détails spécifiques restent rares. Ces incidents reflètent la volatilité et l'incertitude continue qui définissent l'état actuel des choses. Odessa, un joyau culturel et historique, n'a pas été épargné non plus. Des frappes récentes impliquant des missiles balistiques Iskander ont ciblé le cœur de la ville, impactant son centre historique reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'hôtel Bristol, un symbole de la grandeur architecturale d'Odessa, a été endommagé lors de l'attaque. Des sources russes ont spéculé sur la présence de spécialistes militaires étrangers et de diplomates dans l'hôtel, bien que ces affirmations restent non vérifiées. Au milieu de ces rapports, des sources ukrainiennes ont confirmé des blessures mais ont retenu plus de détails, soulignant la nature complexe et souvent opaque des informations en temps de guerre. Au-delà du champ de bataille, les efforts diplomatiques offrent une lueur d'espoir au milieu du chaos. Le nouveau président américain, Donald Trump, a annoncé des discussions en cours avec la Fédération de Russie visant à mettre fin au conflit. Bien que les détails restent insaisissables, Trump a indiqué que des pourparlers étaient en cours, avec des plans pour une rencontre avec la direction russe à l'horizon. Son envoyé, K.T. McFarland, a exprimé son optimisme qu'une résolution pourrait être atteinte en quelques mois plutôt qu'en années, suggérant un changement potentiel dans l'approche internationale de cette crise durable. Alors que nous digérons ces développements, la question reste, que faudra-t-il pour apporter une paix durable à une région si profondément ancrée dans le conflit? La réponse peut résider dans l'équilibre délicat entre stratégie militaire, négociations diplomatiques et l'esprit inébranlable de ceux affectés par la guerre. Alors que nous continuons à suivre la situation, nous vous invitons à rester informés en vous abonnant à notre chaîne pour les dernières mises à jour. Votre soutien ne contribue pas seulement à nos efforts pour fournir un reportage précis, mais honore également la résilience de ceux qui vivent ces temps difficiles. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage, et jusqu'à la prochaine fois, nous vous souhaitons une soirée paisible.
Alors que nous continuons à explorer les événements en cours du conflit entre l'Ukraine et la Russie, la situation reste complexe et dynamique. En nous concentrant davantage sur le paysage stratégique, nous revisitons le point d'appui russe à la rivière Moskil, au nord de Kupiansk. Les forces ukrainiennes se trouvent à un carrefour critique, faisant face à des défis significatifs pour arrêter l'avancée russe et contenir l'expansion de ce point stratégique. Les discussions antérieures sur l'élimination de ce point semblent de plus en plus lointaines, alors que les forces russes, en particulier la 6e armée, persistent dans leurs progrès substantiels. Ces derniers jours, elles ont à nouveau réussi à traverser la rivière Denoskil, au nord de Doritna, marquant un mouvement pivot qui redessine le paysage stratégique local. Le village de Novovermulinsk, précédemment un point focal de batailles intenses, est encore une fois un site de haute contention. Les troupes russes, qui avaient initialement traversé la rivière, ont fait face à une résistance féroce de la 10e Gebirgssturmbrigade ukrainienne et de la 3e brigade de tanks, qui ont réussi à les repousser temporairement. Cependant, des rapports récents confirment une présence russe renouvelée, avec la 25e brigade de l'armée sécurisant un débarquement sur la rive ouest et rétablissant le contrôle dans les ruines de Nomlinsk. Ce village, emblématique du conflit plus large, tombe maintenant sous l'ombre des ambitions de la 6e armée russe d'étendre leur emprise stratégique. Des images de drones de la 112e brigade ukrainienne corroborent la présence de soldats russes au nord-ouest de Nomlinsk, dans un paysage vallonné qui offre à la fois des points de vue stratégiques et des défis redoutables. La zone de contrôle russe, élargie par rapport aux jours précédents, signifie un passage décisif de l'incertitude grise aux zones rouges de contrôle établies. L'intention derrière ces manœuvres est claire: solidifier et étendre le point d'appui, préparant le terrain pour d'autres avancées. Alors que ces opérations terrestres se déroulent, la campagne aérienne rappelle crûment la nature multifacette du conflit. Les récents bombardements par les forces armées russes se sont intensifiés, avec la Luftwaffe stratégique russe lançant un nombre important de missiles et de drones vers des cibles ukrainiennes. Au total, l'Ukraine a fait face à un bombardement de 165 missiles différents durant la nuit, marquant une escalade significative dans l'intensité du conflit. La stratégie d'attaque impliquait 123 drones, en particulier du type Shahed 136, pénétrant dans l'espace aérien ukrainien de toutes directions. Le système de défense aérienne ukrainien a réussi à abattre 56 drones, mais le sort des 61 restants reste incertain. Cet assaut aérien incessant sert de rappel brutal des enjeux élevés et de la nature implacable du conflit. Les missiles, lancés depuis des régions comme Voronezh et la péninsule de Crimée, comprenaient 7 missiles balistiques Iskander-M révolutionnaires et des roquettes guidées H-59 supplémentaires. Ces frappes étaient complétées par des lancements depuis la mer Caspienne et la mer Noire, avec l'armée de l'air stratégique russe, utilisant des bombardiers Tupolev, déployant une gamme de types de missiles, y compris les H-22 et H-101. L'état-major général ukrainien est resté discret sur le nombre exact de missiles interceptés, laissant le public spéculer sur le véritable impact de ces frappes. À la suite de ces attaques, des villes ukrainiennes comme Pavlograd dans la région de Dnipropetrovsk ont subi des pannes d'électricité, probablement dues à des frappes ciblées sur les infrastructures énergétiques. Les villes de Kharkiv et ses environs, y compris Chouhouiv et Balaklia, ont également subi le poids de ces opérations, avec des explosions entraînant des blessures et d'autres perturbations de la vie quotidienne. La ville centrale de Balava a subi un impact tragique sur un immeuble résidentiel par un missile H-22, entraînant des pertes humaines et mettant en évidence le coût humain de ces tactiques militaires. Alors que la poussière retombe, des rapports continuent d'émerger sur d'autres impacts sur les infrastructures énergétiques dans des régions comme Poltava, avec des pannes d'électricité et des attaques sur des complexes militaro-industriels, soulignant davantage l'ampleur de ce conflit. En tournant notre regard vers la ville de Zaporizhia, elle a récemment résisté à l'une des attaques les plus sévères de mémoire récente. Près de 20 drones, accompagnés de plusieurs missiles, ont dévasté des parties de la ville, touchant à la fois des zones résidentielles et industrielles. Cette dévastation est un rappel sinistre de l'impact de la guerre sur les civils, alors que l'infrastructure et les maisons portent les cicatrices du conflit. De même, à Kiev, Melitopol et dans la région de Sumy, des explosions ont été signalées, bien que les détails spécifiques restent rares.
Ces incidents reflètent la volatilité et l'incertitude continue qui définissent l'état actuel des choses. La ville d'Odessa, un joyau culturel et historique, n'a pas été épargnée non plus. Des frappes récentes impliquant des missiles balistiques Iskander ont ciblé le cœur de la ville, impactant le centre historique reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'hôtel Bristol, un symbole de la grandeur architecturale d'Odessa, a été endommagé lors de l'attaque. Des sources russes ont spéculé sur la présence de spécialistes militaires étrangers et de diplomates dans l'hôtel, bien que ces affirmations restent non vérifiées. Au milieu de ces rapports, des sources ukrainiennes ont confirmé des blessures, mais ont retenu plus de détails, soulignant la nature complexe et souvent opaque des informations en temps de guerre. Au-delà du champ de bataille, les efforts diplomatiques offrent une lueur d'espoir au milieu du chaos. Le nouveau président américain, Donald Trump, a annoncé des discussions en cours avec la Fédération de Russie visant à mettre fin au conflit. Bien que les détails restent insaisissables, Trump a indiqué que des pourparlers étaient en cours, avec des plans pour une rencontre avec la direction russe à l'horizon. Son envoyé, Katie McFarlane, a exprimé son optimisme qu'une résolution pourrait être atteinte en quelques mois plutôt qu'en années, suggérant un changement potentiel dans l'approche internationale de cette crise durable. Alors que nous digérons ces développements, la question reste, que faudra-t-il pour apporter une paix durable à une région si profondément ancrée dans le conflit? La réponse peut résider dans l'équilibre délicat entre stratégie militaire, négociations diplomatiques et l'esprit inébranlable de ceux affectés par la guerre. Alors que nous continuons à suivre la situation, nous vous invitons à rester informés en vous abonnant à notre chaîne pour les dernières mises à jour. Votre soutien ne contribue pas seulement à nos efforts pour fournir un reportage précis, mais honore également la résilience de ceux qui vivent ces temps difficiles. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage, et jusqu'à la prochaine fois, nous vous souhaitons une soirée paisible.